Je vais parler en tant qu'économiste. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas l'aspect humain des choses comme étant primordial, mais il est vrai que si on veut être efficace, il faut aussi s'occuper de l'aspect économique de la maternité et du harcèlement dont elle peut faire l'objet, harcèlement et autres problèmes dont elle peut faire l'objet au sein de l'entreprise, puisqu'on a choisi ce créneau-là, mais aussi, vous le savez, dans d'autres domaines. Nous ne les aborderons pas ici, mais il faut avoir présent à l'esprit que ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'entreprise que la grossesse et la maternité posent des problèmes et méritent qu'on s'y attaque. Je voudrais en préliminaire dire que les évaluations monétaires auxquelles nous allons essayer de procéder sont extrêmement difficiles et que s'il faut les réaliser, ça n'est pas parce qu'elles nous donnent une vue exacte des choses, mais parce que lorsque les décideurs politiques doivent faire des choix, il leur faut des indicateurs simples et de savoir ce que coûte, grosso modo, tel dysfonctionnement de la société, c'est nécessaire pour engager des actions, et des actions qui souvent sont coûteuses elles-mêmes, au service de, par exemple, la diminution de ce harcèlement maternel en entreprise. Si on n'a pas des chiffres à donner, eh bien, on n'arrive à rien. Donc, je vais vous donner les chiffres sans y croire trop moi-même, mais il faut en passer par là. Je n'y crois pas beaucoup parce que, d'abord, quand vous regardez la littérature sur le prix d'un homme, je cite là, par exemple, un ouvrage de François-Xavier Albuy qui portait ce titre, qui date de 2016, il raconte que après un accident d'avion, tous les passagers étaient décédés, les indemnités pour chacun des passagers s'étaient échelonnées entre la moitié $1 million et 4 millions de dollars par personne. Les tarifs avaient dépendu largement de la nationalité et les vies américaines avaient été les plus cotées dans cette opération. Autrement dit, on ne sait pas très bien en soi une vie de n'importe quelle nationalité vaut exactement la même chose. Néanmoins, lorsque ce travail est fait par des compagnies d'assurance, on a des écarts de 1. C'est pour vous dire que l'économiste, quand il va donner des fourchettes et non pas des chiffres précis, il est tout à fait dans son rôle parce qu'il est incapable de donner des chiffres précis. Nous allons donc essayer de chiffrer les conséquences du harcèlement maternel. À partir de quoi peut-on le faire? Eh bien, s'agissant au fond d'un chiffrage officiel, le mieux est de partir d'études, de documents qui ont un caractère officiel. Or, il se trouve que l'OCDE, l'Organisme de coopération et de développement économique, a en 2012 réalisé une étude qui fait autorité sur ce qu'ils ont appelé le prix statistique de la vie humaine, ou encore la valeur de la vie statistique. Les montants qui ont été établis de cette manière-là en 2012 sont depuis régulièrement réévalués et on s'en sert pour chiffrer la perte économique que représente un décès ou une blessure, avec évidemment des tarifs qui ne sont pas les mêmes suivant le décès ou la blessure. Suivant qu'il s'agit d'un décès ou qu'il s'agit d'une blessure. Ces chiffres, ils ont été utilisés en particulier pour savoir quel budget il est raisonnable de consacrer à des travaux qui sont destinés, par exemple, à rendre moins dangereuse la circulation automobile, les vélos, les piétons, etc., et donc à diminuer le nombre de morts et de blessés dans des accidents de la circulation.
Est-ce qu'il faut aménager un carrefour dangereux où se produit un certain nombre d'accidents? Si il coûte tant, est-ce qu'on doit faire ce choix en priorité par rapport à d'autres usages qui pourraient être faits de cet argent public? Donc pour ça, il faut déboucher sur un prix. Et le tarif, si j'ose dire, qui a été dégagé par l'OCDE, je ne lui donnerai pas une valeur économique irréprochable. Par contre, il a l'avantage d'exister, d'avoir été indiqué par un organisme international et donc de pouvoir être reçu par un certain nombre de pouvoirs publics. Donc actuellement, grosso modo, l'OCDE valorise le prix de la vie humaine dans les pays développés à 3 milliards d'euros. Pardon, 3 millions, excusez-moi. 3 millions. Bon, voilà, c'est un ordre de grandeur qui, faut-il dire qu'il fait consensus, ce serait peut-être exagéré, mais qui indique un ordre de grandeur recevable par les pouvoirs publics. Alors comment peut-on appliquer cet élément d'évaluation au harcèlement au travail? Eh bien, de plusieurs manières, qui toutes s'inscrivent dans une perspective commune, à savoir que l'entreprise est un endroit où on produit de la richesse, on produit des biens et des services qui en principe servent à quelque chose, et que l'entreprise est un endroit où l'on investit. Elle sait, elle connaît la problématique de l'investissement. Or, il se trouve que mettre des enfants au monde, les porter dans son ventre un certain temps, et puis ensuite, après la naissance, les éduquer, c'est un des investissements les plus importants qui soit. Le capital humain, par rapport au capital physique, matériel et même organisationnel, des rapports de mes chers confrères nous disent qu'il représente à peu près le double de ce capital classique, donc physique et organisationnel. C'est intéressant pour nos autres êtres humains, n'est-ce pas, de savoir qu'on ne nous considère pas tout à fait comme quantité négligeable, mais comme représentant les 2/3 du capital que porte notre boule terrestre. Donc, nous avons un point de départ théorique, si je puis dire, conceptuel, qui est la notion de capital humain. Et effectivement, le harcèlement au travail va directement affecter le capital humain. Pour ça, je n'ai pas pu prendre l'ensemble du sujet, bien entendu, mais j'ai trouvé un exemple qui m'a semblé significatif, qui est l'estimation du nombre de naissances qui n'ont pas lieu du fait de ce type de harcèlement. Alors, vous allez me dire comment évaluer le nombre de naissances qui n'ont pas lieu de ce fait. Bien sûr, c'est quelque chose de très difficile. Fort heureusement, une étude a donné des résultats qui peuvent être considérés comme scientifiques, qui en tout cas ont la teinture qu'il faut pour aller dans ce sens et les faire valoir, à savoir que les situations de stress, dont tout le monde s'accorde que le harcèlement est un grand développeur, les situations de stress influent sur la fécondité de la femme. Et là, on a des résultats véritablement scientifiques, c'est-à-dire qu'on a établi des corrélations entre, d'une part, des indicateurs du stress. Il y a deux indicateurs en question que l'on peut détecter dans la salive ou d'ailleurs aussi dans le sang, enfin on le fait en la matière plutôt dans la salive, et ces deux indicateurs, on peut les corréler ensuite avec les taux de fécondité. Il faut prendre des échantillons féminins suffisamment importants pour faire le travail, mais ce travail a été fait. Et donc, il aboutit, les communications scientifiques médicales qui ont été faites en la matière montreraient une réduction de 29% du taux de fertilité
lorsque des situations de stress importantes, donc pas seulement celles qui sont dues au mobbing maternel, mais notamment celles-là, lorsque ces situations stressantes se produisent. Bon, je pris ensuite un facteur de prudence, je ne prends que 20% au lieu de 29%, et j'ai essayé de calculer combien de naissances étaient perdues de ce fait. Et quand on fait ce petit calcul, eh bien, en supposant que 20% des femmes étaient victimes de harcèlement, c'est une statistique un peu grossière. Nous n'avons pas, hélas, un appareil statistique fantastique en la matière. Nous arrivons à un déficit de naissance de 60 bébés pour 1000 femmes en âge de procréer et en situation d'activité professionnelle. Alors, 60 pour 1000, vous allez me dire, au cours de toute la durée de leur vie où elles peuvent attendre un enfant, ça n'est pas énorme. Eh bien, lorsque vous regardez les chiffres, c'est pas si faible que cela. J'ai fait le calcul, vous m'en excuserez pour le cas français, il y a à peu près 8 millions de femmes actives dans la tranche d'âge où on peut être féconde en France, et 8000 fois 60 bébés qui n'ont pas été conçus, ça fait 480 000 au total sur la vingtaine d'années qui est couverte, et ça fait 32 000 par an. 32 000 bébés qui ne vivent pas, est-ce que ça vaut quelque chose du point de vue économique? Alors, j'aurais tendance à dire, bien sûr, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Mais si on chiffre ces vies manquantes à l'aune des chiffres que nous a donné l'OCDE, ça fait un pactole. Ça fait un pactole. J'ai retenu par précaution, là encore, non pas le chiffre de plus de 3 millions d'euros donné par l'OCDE pour les pays développés, mais un chiffre de 2,5 millions d'euros, et on arrive quand même à 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros. Quand vous êtes sur des chiffres de cette importance, vous pouvez aller avec un dossier solide auprès des pouvoirs publics pour leur dire il faut faire quelque chose. Si on disait sur la construction immobilière, par exemple, nous allons rayer d'un trait de plume 80 milliards de cette construction immobilière chaque année, vous voyez un petit peu l'inquiétude qui pourrait être celle des pouvoirs publics. Alors je sais bien qu'on ne considère pas l'homme aussi bien que le béton, mais quand même, c'est un chiffre qui peut être utilisé pour demander au pouvoir public d'agir. Demander au pouvoir public d'agir, et là, je pense qu'il ne faut pas voir uniquement les pouvoirs publics, mais qu'il faut voir d'abord l'entreprise. Qu'est-ce qui peut amener à une entreprise à trouver profitable de donner aux femmes, quand elles sont enceintes à l'intérieur de l'entreprise, quand elles prennent un congé de maternité, quand elles reviennent de ce congé de maternité, des conditions favorables? Eh bien, tout simplement, c'est la notion d'investissement. Il faut que l'entreprise prenne au sérieux, comme elle le fait dans un certain nombre d'autres domaines, notamment la formation professionnelle continue, son rôle d'investisseur dans le capital humain. L'entreprise est un lieu où, de même qu'on le fait à l'intérieur de la famille, de même qu'on le fait à travers des systèmes éducatifs, des systèmes scolaires et universitaires, est un lieu où on investit dans le capital humain. Le temps qu'une personne passe en entreprise et où il accroît ses compétences, c'est typiquement de l'investissement dans le capital humain. Donc, il faut, me semble-t-il, se baser sur cette dimension de l'entreprise, qui n'est pas désagréable pour elle, c'est pas du tout péjoratif de dire à une entreprise, vous êtes un co-investisseur dans le capital humain, avec les familles, avec les systèmes éducatifs et de formation.
vous participez à la production du capital humain, comment va-t-on pouvoir faire en sorte que cette activité soit la plus bénéfique pour vous? Alors d'abord, l'entreprise va en tirer un bénéfice direct, à savoir que la femme qui sera bien dans, je vais dire, dans ses escarpins, pas dans ses bottes quand même, qui sera bien dans ses escarpins pour son travail, elle va mieux travailler, elle va être plus performante. Et puis ensuite, si l'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la société, il faut dire à l'entreprise, vous êtes en train de coopérer à un investissement national, voire européen, et ceci mérite qu'il y ait une participation à l'investissement en question. Or, j'ai risqué, mais c'est purement formel, un chiffre. Je m'étais dit, regardons ce qui se passerait si on disait à chaque entreprise, chaque fois qu'une femme qui travaille chez vous a un bébé, eh bien vous allez avoir une prime à la maternité, par exemple de 5 000 €. On peut changer le chiffre naturellement. Je pense que ça amènerait l'entreprise à se comporter d'une manière différente. La femme qui est en situation de prégnante pendant une partie de sa vie professionnelle, ce ne serait plus le poids lourd dont on cherche finalement à se débarrasser, mais une des composantes de la rentrée d'argent dans l'entreprise. Autrement dit, l'entreprise pourrait se penser non pas seulement comme une productrice de biens ou de services quelconques, mais aussi comme une productrice de capital humain. Et ce n'est pas un mensonge, parce que c'est vrai que l'entreprise contribue à la formation du capital humain. Donc on est dans la vérité économique des choses. Ensuite, il reste à donner au pouvoir public quelques chiffres qui leur permettent d'aller dans ce sens-là. Et ces chiffres, eh bien, on les a d'abord au niveau démographique. Le cataclysme démographique est en train de se préparer au sein de l'Union européenne est absolument épouvantable. En 1965, pour 425 millions d'habitants, l'Union enregistrait 7,6 millions de naissances. En 2015, je n'ai pas les chiffres plus précis, pour 508 millions d'habitants, il y a eu 5,1 millions de naissances. Nous sommes en plein cataclysme du point de vue démographique, et ça, je pense que c'est une chose que l'Union, les différentes instances de l'Union, depuis le Parlement jusqu'à la Commission, peuvent entendre. Donc, si nous comparons la déperdition de capital qui vient de cette faiblesse de la natalité, nous aurions tout intérêt à... cette déperdition de capital dépasse très largement le budget de l'Union européenne. C'est 4-5 fois chaque année les combien, 160 milliards, quelque chose comme ça, madame, le budget de l'Union. La déperdition que nous avons en matière de capital humain dépasse 4 ou 5 fois le budget de l'Union européenne. Donc l'Union européenne agirait dans ce sens. Je pense qu'elle pourrait le faire en toute bonne conscience économique. Ça n'est pas une question d'idéologie, ça n'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité économique. Je pense que ça, c'est un langage qui peut être entendu, et ça ne nous empêche pas de garder dans notre fort interne l'attachement à l'enfant pour ce qu'il est, le don de la vie qui est la chose la plus merveilleuse du monde, mais ça peut nous aider à nous faire entendre des pouvoirs publics. Je vous remercie.